Salut à tous, c'est Napoléorque et bienvenue dans cette toute première vidéo de la chaîne. Et quoi de mieux pour commencer une chaîne YouTube qu'un événement qui s'annonce particulièrement spectaculaire. L'UFC 308 à Abu Dhabi est rempli de combats qui risquent d'être de véritables feux d'artifice. On va analyser ça tout de suite. Pour se présenter un petit peu à vous, comme c'est ma première chaîne YouTube, pourquoi je fais ça? Ça fait maintenant de nombreuses années que je suis réellement passionné par le MMA, que je rate pas un seul événement quand je peux. C'est vraiment un sport qui me fait vibrer, que j'aime analyser. J'aime réfléchir, me poser des questions, faire un petit peu de recherche dessus. Ça fait quelques temps que je traque mes résultats avec le site Tapology. Je vous ai mis les résultats là juste en bas. On peut voir du coup que sur les 600 derniers combats, il y a un taux de réussite un petit peu en dessous de 71%. Ce 70,71% pour être précis me suffit pas. Là, l'objectif avec vous, ça va être de dépasser les 72% rapidement. Il va y avoir du travail, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Résultats des deux derniers événements ont été moyens. On va dire que le 7 sur 11 est pas terrible. Pereira Hernandez, bon, j'étais assez déçu. J'aime beaucoup Pereira. Je me doutais que la marche Hernandez allait être trop compliquée. Je m'attendais quand même pas à ce que le combat finisse comme ça. Ça a été une pression insoutenable. Et Pereira avait juste quelques minutes dans les jambes au final. Euh, L'événement d'avant, 8 sur 10, pas mal, un petit 80%, c'est correct. C'est un petit peu la base, c'est un petit peu la base de ce qu'on va se fixer. Mais bon, maintenant on va revenir à notre événement du jour. On n'est pas là pour parler de ça, on est là de parler pour l'UFC 308. L'UFC 308, bon, qui commence par un combat qui, je vais pas vous mentir, m'excite pas tant que ça. Bruno Silva contre Ismaël Nordiev. Bruno Silva, on le connaît. On l'a vu combattre plusieurs fois à l'UFC. C'est un striker qui est très puissant, qui est plutôt solide au sol en JJB. Pas terrible en lutte. On l'a vu être mis en difficulté beaucoup de fois. On l'a vu faire un combat très compliqué contre Chris Weidman. Alors je veux bien. Je veux bien que Weidman lui a mis les doigts dans les yeux à chaque opportunité. Mais bon, à un moment, il aurait dû réussir à passer papy normalement, avec tout le respect que je lui dois. Bruno Silva, c'était quand même un gros espoir il y a quelques années. C'était vraiment un striker qui pouvait faire peur. Et j'ai l'impression qu'il s'est totalement perdu. Il a un peu éclaté aujourd'hui, pour parler franchement. Donc, je pense que ce combat risque d'être compliqué pour lui. En face, il a Ismaël Nordiev. Beaucoup peuvent penser que c'est un nouveau venu. Je vous avoue que je l'avais totalement oublié aussi. Mais pas du tout. Il avait déjà fait un run à l'UFC. Et pour les plus anciens, il est habillé avec le short Reebok sur les photos de l'UFC. Donc tout de suite, vous comprenez que son run est quand même assez vieux. Je vous avoue que je suis assez mitigé sur son retour à l'UFC. Je suis pas sûr qu'il soit si méritant que ça. Il est parti au Brave. Là, il est sur un run en 3-2. Donc 3 victoires, 2 défaites. Est-ce que c'est un run qui le rend vraiment éligible à l'UFC? J'ai mes des doutes quand même dessus. Après, bon, c'est quand même un striker qui est plutôt solide, plutôt correct. Au niveau lutte, il est plutôt solide aussi. Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment du mal à réunir ces deux éléments. Il n'arrive pas à créer une synergie. Il est très bon sur un point, très bon sur l'autre. Mais il va commettre des erreurs qui vont le mettre en danger. Et je vous avoue que je suis très peu emballé par ce combat, l'ouverture. Je m'attends à un combat assez ennuyeux pour être tout à fait franc. Bruno Silva qui va essayer d'arracher la tête. Nordiev qui risque de plutôt contrôler le combat. Je pense qu'en striking, il va trop craindre la puissance de Silva quand il va la goûter et que du coup il va jouer ça plus safe. Je vais pas vous mentir, je m'attends plutôt à une victoire de Nordiev. Euh, pour moi, là, on va assister à un des derniers combats du run de Bruno Silva. Je pense pas qu'il ait sa place à l'UFC. Je suis pas sûr que son adversaire non plus. Mais je pense que pour ce combat-là, la maîtrise de la lutte, si Nordiev arrive en fait à utiliser sa lutte pour complètement bloquer Silva, peut-être sans prendre le risque de trop aller au sol,
parce que Silva peut quand même être dangereux une fois au sol. Je pense que ça risque d'être un combat ennuyeux, mais une victoire à la décision pour Ismaël. Ensuite, combat suivant. Là, on part sur un vrai combat d'ouverture. Là, ce combat, je vous avoue, m'excite beaucoup plus. D'un côté, on a Farid Basharat. Les frères Basharat sont quand même assez connus. De l'autre côté, Victor Hugo. Alors, les deux sont de très bons strikers. Style totalement opposé. Farid Basharat va être beaucoup plus avec une position taekwondo karaté, gérer la distance, un bon striking. Il peut quand même être dangereux en lutte. Il maîtrise, il sait qu'il peut se réfugier dedans si jamais il est en danger. Très bonne gestion des kicks aussi, ce qui lui permet de pouvoir garder une bonne distance avec son adversaire. Le problème que j'ai moi avec les frères Basharat, c'est qu'ils sont très peu létaux en fait. À aucun moment, quand on regarde leur combat, on se dit « Ah ça y est, il va le finir ». Donc c'est des bons combattants, de toute façon on le voit à 12-0 et il a fait déjà plusieurs combats à l'UFC. Et son dernier combat, il a battu notre petit français Taylor Lapillus et on le sait que Taylor c'est quand même du bon niveau. Donc on peut pas remettre en doute le niveau des frères Basharat, notamment de Farid. Mais c'est vrai que ce manque de létalité, ce manque de recherche du finish, donc que ça soit par KO ou par soumission, ça fait que c'est pas les combattants les plus excitants à regarder. Mais il faut faire de très bons combats pour réussir à leur mettre la main dessus. Face à lui, on a Victor Hugo. Alors Victor Hugo, attention, on le voit sur la photo, il faut pas se méfier à son petit regard charmeur, à sa petite moustache bien brossée. C'est un animal. Il va rentrer dans la cage, il va juste vouloir arracher la tête de son opposant. C'est un striking puissant, c'est une lutte qui a l'air correcte, et c'est un sol qui est plutôt efficace aussi. Donc je suis vraiment très curieux de voir ce combat. Est-ce que Farid va réussir à gérer la distance, ou est-ce que le fameux Victor Hugo va lui mettre la main dessus et lui arracher la tête? C'est... Franchement, c'est compliqué de répondre. J'ai plus tendance à aller du côté de Farid. Euh, Parce que si jamais il ressent le danger à cause de la puissance de Victor Hugo, il va pouvoir se réfugier dans la lutte. Il va pouvoir trouver une alternative pour en fait récupérer les rounds. À la fin du round, bim, il met au sol, il récupère le round, il sait qu'il gagne et il gagne à la décision comme d'habitude, j'ai envie de dire. Maintenant, la grande question, c'est que Victor Hugo, on l'a très peu vu. Je crois qu'il a fait qu'un seul combat à l'UFC, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, qu'est-ce qu'il vaut au meilleur niveau? On le sait, avant d'arriver à l'UFC, on le voit, il est sur 5-0, il a arraché des têtes. Est-ce qu'il va être capable de le faire à l'UFC aussi? C'est la réponse qu'on va avoir. Je suis quand même très excité par ce combat. Ça peut finir par un KO. Ça peut finir à la décision. Je vais plutôt aller du côté de Farid Basharat. Je pense qu'il va réussir à gérer ce combat. Mais vraiment très impatient de le voir. Victor Hugo, c'est vraiment un athlète où je suis très curieux de voir comment est-ce qu'il va finir et comment est-ce qu'il va évoluer dans la division. Ensuite, un autre combat qui m'excite incroyablement. On a Kennedy Njoku, j'espère que j'écorche pas trop son nom, contre Chris Barnett. Alors, on va commencer par Kennedy. Kennedy, normalement, c'est un lourd léger. Là, il a eu beaucoup de problèmes pour rester sur cette carte. Je crois qu'il a eu 2 ou 3 adversaires différents. On voit que c'est un gros gabarit. 1m96, 2m11 d'allonge. Il utilise beaucoup sa portée pour rester à distance. Il domine souvent les échanges en striking. Il utilise vraiment bien son allonge pour un lourd léger. Et là, il accepte de combattre dans la division supérieure, donc du coup pour rester sur la carte contre Chris Barnett. Je pense qu'il sous-estime un petit peu. Il se dit que de toute façon, il aura toujours son avantage de taille, son avantage d'allonge. Donc Kennedy, c'est un striker qui est très méthodique. Pour lui, il va réussir à capitaliser sur son allonge, il va réussir à capitaliser sur sa taille pour en fait annuler le danger que peut amener Chris Barnett. Moi, je suis assez mitigé sur Kennedy. Je le trouve pas extrêmement bon. Il est pas mauvais, c'est pas un mauvais combattant. Je sais pas s'il mérite d'être dans le top 15.
mais il a le niveau qui serait aux portes du top 15 selon moi. C'est un striker. Je pense pas que dans ce combat il va tenter des takedowns. Ou alors c'est parce qu'il va être vraiment touché, il va vouloir un petit peu se sauver. Face à lui, on a un combattant, Chris Barnett, que j'adore. Son surnom c'est l'ourson câlin. Je pense que vous pouvez deviner pourquoi. 1m75. Je crois que c'est le poids lourd le plus lourd de l'UFC. 1m91 d'allonge. Et je peux vous promettre que là, quand vous le voyez comme ça, vous vous dites, bah, c'est un petit gros. Non. Chris Barnett, il a un don. Un ange s'est posé sur son berceau, il lui a donné un don pour le combat. Il a une explosivité incroyable. Il a une technique de coup de pied phénoménale. C'est un petit peu bras de T-Rex, jambe de feu, Chris Barnett. Ultra dynamique. De toute façon, vous allez le voir. Il va arriver, il va sauter partout, il va danser, il va machin. C'est une pile électrique. Et c'est son but dans le combat, c'est d'emballer les choses. Et bim, un spinning L kick, un coup de pied improbable. Et vous vous doutez bien, un mec comme ça qui fait 125 kilos, il met un spinning back kick dans la tête de quelqu'un. Je crois qu'à peu près tous les poids lourds de la catégorie, c'est bonne nuit, le combat est fini. Donc du coup, ça va vraiment être ça. Ça va être l'affrontement entre le striking méthodique, patient de Kennedy et l'explosivité de façon très sauvage, très animale de Barnett. Compliqué de se poser dans ce combat. En théorie, pour moi, Kennedy a toutes les armes pour remporter la victoire, tout simplement. Il devrait gagner. Maintenant, on le sait, le MMA, c'est un sport où il devrait, ça suffit pas. Franchement, je vois un KO mis par Chris Barnett. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ça fait plus de 2 ans qu'on l'a pas vu. Donc, ça se trouve, il va être dans un très mauvais état. Mais j'ai envie d'y croire. Je me dis que Kennedy, je pense, le sous-estime un petit peu en allant dans ce combat et en acceptant de monter dans la division supérieure. Il va se retrouver contre un Chris Barnett très lourd qui va chercher à lui arracher la tête. Et alors là, c'est uniquement des suppositions. Mais Chris Barnett vit à Tampa en Floride. Il était en plein milieu des ouragans. Donc je me dis que c'est possible qu'il ait eu des dégâts chez lui. Et qu'il ait besoin d'argent. Donc un Chris Barnett qui vient dans les Émirats, donc en plus oui, ils vont être très grassement payés, en ayant besoin de ce surplus d'argent, est-ce qu'on serait pas en face d'un animal extrêmement dangereux? Alors pour être tout à fait franc, la raison dit d'aller vers Kennedy, le cœur va aller avec Barnett. Combat suivant. On va aller un petit peu plus rapidement, sinon la vidéo elle va prendre 4 heures. On va accélérer un petit peu, au moins pour les combats de cette carte préliminaire. Alors là, on va avoir Magomedov contre Ferreira. C'est un combat que j'attends de voir. En fait, on va se poser beaucoup de questions sur les forces et sur les faiblesses de Magomedov. C'est un bon combattant qui a l'air assez polyvalent. Le problème, c'est qu'on a assez peu de confirmation de son réel niveau. Il a eu 2 victoires, 2 défaites à l'UFC. Ces 2 victoires étaient sur 2 combattants qui étaient pas très bons, pour être tout à fait franc. Ces 2 défaites étaient contre 2 combattants qui, eux, pour le coup, étaient très bons. Il a perdu contre Caio Borralho, il a perdu contre Strickland, donc on peut voir que ça coince au top niveau, donc aux portes du top 5. Mais est-ce que ça va passer contre un Bruno Ferreira? Bruno Ferreira, c'est un combattant qui est très mobile, qui est très puissant, il amène beaucoup de vitesse et il essaye de frapper fort. Je suis assez curieux. Magomedov qui est un très bon striker, plutôt technique, contre Ferreira qui est un striker plutôt puissant. Ça peut être un très beau duel. Je vais plutôt pencher du côté de Magomedov. Je pense qu'il a les armes pour pouvoir annuler le striking puissant de Ferreira et prendre le dessus sur ce combat. On va passer au combat d'après. Ce combat-là, je l'attends avec impatience.
Ça va encore être un combat très spectaculaire. Je suis très curieux de savoir qui va gagner. Nous avons là devant nous deux des meilleurs lutteurs de la catégorie. Rollby, je le trouve incroyable, extrêmement puissant, une puissance et une vitesse dans les points qui est là, et surtout une lutte d'un calibre top mondial. En face, il va avoir Rebeki. Rebeki, c'est quand même un gros client, excellent lutteur, très très bon grappleur, et il set up très bien ses entrées. Donc je suis quand même curieux de savoir comment Rollby va réussir à se défendre. Mais je vous avoue que sur ce combat, je vois beaucoup plus Rollby en mode chasseur. Je le vois beaucoup plus avancer vers Rebeki, mettre la pression et ne pas le lâcher. Très clairement, je vois une victoire à la décision de Rollby après un combat qu'il aura réussi à se rendre facile. Mais faut vraiment se méfier de Rebeki et surtout pas le prendre à la légère. Et on va passer au combat suivant. Dans ce combat, on va avoir la rencontre entre Geoff Neal et Rafael Dos Anjos. C'est un combat qui risque d'être très intéressant. Alors oui, forcément, Rafael Dos Anjos, qui est l'ancien champion des poids légers, n'est plus tout jeune. 40 ans en MMA, dans les petites catégories, ça commence quand même à être assez âgé. C'est un excellent grappleur, un assez bon lutteur, et il a su très bien s'adapter en fait aux autres facettes du MMA. Donc, parti de sa base au sol, il a su très bien s'adapter, apprendre la lutte, apprendre le striking et devenir performant partout. Maintenant, le problème, c'est que l'âge et le cardio vont faire que même s'il a un fight IQ qui est particulièrement élevé, il va forcément décliner. Et je pense que face à lui, Geoff Neal, qui est quand même un striker qui met beaucoup de volume, qui est très puissant, pas extrêmement technique, mais qui est très agressif et qui va de l'avant. Je pense que ça va être trop pour Dos Anjos. Et je vois bien Neal gagner par KO ou par décision. Combat suivant. On a Ibo Aslan, The Last Ottoman, contre Rafael Cerquiera. Rafael Cerquiera, nouveau venu à l'UFC. Euh, il est présenté comme un monstre. On a très peu d'informations sur lui. Si je dis pas de bêtises, il est Hall of Fame de son ancienne catégorie. Ça a l'air d'être un striker très puissant, très agressif et extrêmement athlétique. Moi, sur les extraits que j'ai pu voir de lui, il n'était pas extrêmement impressionnant. Donc je demande à voir. Face à lui, il va avoir un autre striker puissant dans la personne d'Ibo Aslan. Pas très bon cardio non plus, mais ça va vraiment être un choc des titans. J'imagine que les deux vont se rentrer dedans avec l'envie de finir le combat le plus tôt possible. C'est pas le combat qui m'excite le plus sur le papier, mais au vu des deux personnes, au vu de leur force et de leur faiblesse, j'imagine que ça va être un combat feu d'artifice où ça va essayer de s'arracher la tête dès le premier round. J'ai plutôt envie de pencher du côté d'Aslan. Même s'il a pas un cardio qui est incroyable, on sait plus ou moins ce qu'il vaut. Trop d'incertitudes du côté de Cerquiera. Donc si je dois absolument me placer, j'irai du côté d'Aslan, mais je déconseille de prendre de risques dans ce combat au vu du manque d'informations qu'on peut avoir. Avec ce combat, on en a fini pour la carte préliminaire. On passe maintenant aux choses sérieuses, la carte principale. Et quoi de mieux pour commencer les choses sérieuses qu'un véritable combat de striking. Je suis assez curieux. Shahram Magomedov contre Armen Petrosyan, ça peut être un combat très, très spectaculaire. C'est deux très bons kickboxers, deux très bons strikers. Je dois avouer que je suis un peu déçu de la part de Sharapoutine. Pourquoi est-ce que je suis déçu? Parce qu'on nous l'a vendu comme un monstre. Et ses stats parlent pour lui. 14 victoires, 11 KO. On peut pas lui enlever. Mais les KO qu'il a réussi à obtenir à l'UFC étaient loin d'être faciles.
Euh, donc c'est vrai qu'on nous l'a vendu comme un petit génie du pied-point. C'est pas tout à fait ça. Cela dit, ça reste quand même un bon combattant. Euh, et il a un style. Il faut l'avouer, il a une gueule avec son œil de verre, sa barbe rousse. C'est un peu le pirate charabulette. Euh, il a un style. Après, c'est vrai que je suis quand même assez déçu par ses dernières prestations. J'attends de voir parce que je pense que ça peut quand même être un striker spectaculaire. Il met quand même ses KO. Et là, contre Armen Petrosian, il a quand même un autre très bon striker face à lui. Euh, on le voit d'ailleurs aux statistiques, les deux ont de très bonnes stats debout. Surtout Petrosian, il touche quasiment 6 fois par minute. Il se fait toucher 3 fois. Ça risque d'être assez compliqué pour Charal de lui mettre la main dessus. Mais je pense que le style atypique de Magomedov va réussir à faire la différence. Dans ce combat, je pense qu'il y a des chances que les deux athlètes aillent au bout. J'imagine bien une décision. Euh, je pense que si la décision doit arriver, Magomedov risque d'être avantagé. J'irai plus de son côté. Je pense qu'il a les armes pour mettre KO Petro sur debout, mais qu'il va avoir beaucoup de mal à passer toute sa défense. Donc je vois bien une victoire de Chara à la décision. Combat suivant. Alors pour le combat suivant, on va avoir Liron Murphy contre Danny Gay. Ça peut être un combat encore une fois très spectaculaire. Encore un combat striker. Liron Murphy, un striker qui est technique, qui est puissant, qui est polyvalent, qui gère bien la distance. Là, je vous avoue que sur ses dernières prestations, il m'a plutôt impressionné. Face à lui, Danny Gay. J'aime beaucoup Danny Gay aussi. Euh, c'est un guerrier, c'est un bonhomme. UFC 303, je crois. On l'appelle 2-3 heures avant le main event pour venir le sauver. Il vient tout de suite. C'est le genre de combattant qu'on ne peut qu'aimer en tant que fan de sport. Très 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 bon niveau, très bon striker polyvalent. Je trouve qu'il a du mal quand on arrive sur le top niveau en fait. Il est très bon comme étant portier du top 15, mais dès que ça devient un trop gros calibre pour lui, il est vite dépassé. Et je pense qu'avec Murphy, ça risque d'être le cas. Je pense que Murphy est un trop bon striker qui va trop bien et utiliser la distance et utiliser son allonge pour complètement annihiler le jeu de Danny. Je donne très peu de chance à l'américain. Je vois vraiment l'anglais dominer ce combat assez facilement. Mais attention à Danny Gay, il faut surtout pas le sous-estimer. Combat suivant. Magomed Ankalaev contre Alexander Rakic. Encore un combat qui est difficile à prédire. Pardon. Les deux combattants sont très bien classés et très complets. Magomed Ankalaev va être un striker très méthodique, polyvalent, qui gère bien ses déplacements, mais là où il va exceller, c'est quand il va passer en lutte, quand il va pouvoir rentrer, annihiler la défense de son adversaire et complètement le neutraliser. De l'autre côté, Rakic, c'est aussi un combattant très polyvalent. Il va être capable de lutter, il va être pas mauvais au sol, mais son gros point fort, ça va être le striking, ça va être la puissance. Et on l'a vu à l'UFC 300, c'est facile à dire, mais jusqu'au moment où il s'est fait mettre KO, il a livré une belle prestation contre Jiri. Donc je pense que c'est un adversaire qui est très dangereux et qui peut éteindre à tout moment. Après, je vais pas faire d'illusions. Je lui donne assez peu de chance dans ce combat. Je pense qu'Ankalaev est trop bon en lutte, qu'il est suffisamment bon en striking pour pouvoir échanger avec lui, et trop bon en lutte, ou dans le sens où il va pouvoir se réfugier dedans à chaque souci, à chaque alerte, et du coup il aura beaucoup plus de facilité à gagner les rounds petit à petit et à aller prendre la décision au final. Cela dit, attention, Rakic, il faut pas en prendre 3-4 pour finir KO.
Donc je pense qu'Ankalaev va vraiment devoir faire extrêmement attention et sortir une grosse performance. Moi, je le vois tout à fait passer ce combat. Euh, je suis très curieux de savoir en fait la place réelle d'Ankalaev dans ce top 3. Pour moi, le premier est fatalement Alex Pereira. Et ensuite, je suis réellement curieux de savoir si Ankalaev est meilleur que Jiri ou pas. Donc j'attends avec impatience un combat soit Ankalaev Pereira, qui est attendu depuis longtemps, soit un combat Ankalaev Jiri pour savoir un petit peu comment fixer ce top 3 de la catégorie. Combat suivant, et là attention, parce que là on va partir sur le co-main event. C'est plus des combats, c'est des bangers. Robert Whittaker, le guerrier australien, contre Khamzat Chimaev, l'ouragan tchétchène. Quel combat mes amis, quel combat. Alors celui-là ça fait longtemps qu'on l'attend. Parce qu'il était déjà prévu il y a 5-6 mois. Il est tombé à l'eau. Euh, j'ai toujours peur. Là, le jour où on enregistre, où j'enregistre cette vidéo, là on est vendredi matin. J'espère sincèrement que ce combat va avoir lieu, mais je pourrais y croire qu'une fois que j'aurai vu Khamzat dans la cage. Ou au moins dans son vestiaire. Parce que je me dis, il peut toujours se passer une dinguerie. Il y a eu, je crois, déjà 6 annulations. Donc j'attends de voir. Maintenant, ce combat est extrêmement excitant. D'un côté, on va avoir Robert Whittaker. Incroyable. Striking d'élite. Puissant. Une expérience tout simplement monstrueuse au plus haut niveau. En fait, c'est simple. Robert Whittaker, il a affronté tous les meilleurs combattants. Et il a perdu que contre les 2 meilleurs de sa catégorie, bien entendu. Israël Adesanya et Dricus du Plessis. Donc le champion et le dernier challenger. Donc on sait qu'il perd que contre le top du top. Maintenant, est-ce que Khamzat est le top du top? La défense de Robert Whittaker en lutte est très bonne. Il a un niveau international en lutte. Il a un niveau international en lutte. On va pas se mentir, c'est international en lutte australienne. Enfin, l'équipe de lutte australienne. Donc fatalement, c'est pas le même niveau que l'équipe de lutte américaine ou que l'équipe de lutte du Daghestan ou de Tchétchénie. C'est normal. Cela dit, ça veut dire qu'il a quand même une bonne base et on l'a déjà vu dans ses combats. Il arrive à éviter les takedowns, maintenir le travail debout. Maintenant, face à lui, c'est un morceau quand même. Khamzat Chimaev, c'est vraiment un personnage. C'est un lutteur d'élite comme je pense qu'on n'en a jamais réellement vu à l'UFC. Il a une capacité en fait à adapter cette lutte au MMA qui est extraordinaire. On l'a vu contre Kamaru Usman. Très compliqué pour Kamaru de tenir ce premier round contre Khamzat. Khamzat, il suffit qu'il prenne un poignet, une cheville, n'importe quoi, vous êtes foutu. Foutu. Il a une force, il a un grip qui sont tout simplement monstrueux. Maintenant, le problème de Khamzat, c'est qu'il a un round dans les jambes. Il a 5 minutes, c'est tout. Là, j'ai re-regardé hier le combat qu'il a fait avec Kamaru. Premier round monstrueux. Pour moi, on est à la limite du 18. Ça va dépendre comment on le considère. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de dégâts. Mais sinon, il y avait une durée et une domination qui était juste monstrueuse. Par contre, round 2, plus rien. Kamaru était aussi en train de récupérer et je pense qu'il devait avoir peur. Mais Khamzat a presque rien fait. Round 3, il a presque rien fait aussi. Et c'était un peu pareil dans ses combats avant. On sait qu'il a un round où le premier round, il vous emmène en enfer. Très simplement. Passer ce round, ça devient beaucoup plus compliqué pour lui.
Donc en fait, la question dans ce combat, c'est est-ce que Robert Whittaker est capable de passer le premier round? Ou, admettons, peut-être les 2 premiers rounds. Mais je pense pas. Khamzat, malheureusement, il a aujourd'hui 30 ans. Compliqué de développer un cardio à 30 ans. Il a eu beaucoup de soucis de santé. Je pense il doit avoir plutôt une fibre musculaire, plutôt de sprinter. Je serais très étonné qu'il nous fasse ne serait-ce que 3 rounds avec un très haut niveau de cardio. J'espère me tromper, je demande que ça, mais je le vois très mal le faire. Euh, je pense que c'est un combattant qui a un talent qui est époustouflant, mais qui peut-être manque de professionnalisme, lui et autour de lui. Euh, Peut-être manque de rigueur, on sait qu'il travaille énormément, mais justement il travaillait beaucoup trop. Il faisait 4 entraînements par jour au début. Et puis après on sait qu'il a beaucoup de liens, qu'il gagne énormément d'argent. On sait que c'est compliqué pour les combattants d'avoir énormément d'argent et de rester motivé. Le problème c'est que lui il gagne déjà des salaires mirobolants alors qu'il n'est pas encore arrivé au top. Est-ce qu'il a encore cette envie, cette hargne? Je suis très curieux de voir ça. Je pense qu'on va avoir un premier round monstrueux. On va voir Khamzat rouler sur Whittaker. Mais je le vois mal terminer Robert au premier round. Et petit à petit, je vois Robert revenir et finir le combat sur le troisième ou quatrième round sur un TKO. Je pense pas qu'il va mettre KO sec Khamzat. Mais je vois bien l'arbitre s'interposer parce qu'un Khamzat épuisé prend une série de coups, soit au sol, soit contre la cage. C'est un pari risqué parce que Khamzat pour l'instant est énorme favori aux yeux des bookmakers. Aux yeux des fans, c'était quand même beaucoup plus aux alentours des 50-50. J'ai envie de croire en Robert Whittaker. Je pense que ça risque d'être un combat très compliqué pour lui. Surtout les 2 premiers rounds, on va dire, pour être large. Mais pour moi, il va réussir à finir le combat sur un adversaire qui aura trop donné au premier round. Après, il est possible aussi qu'il dépense trop d'énergie pour défendre le premier round et qu'il soit aussi épuisé qu'on assiste à 3 rounds catastrophiques sur la fin. Mais je préfère croire à une belle victoire par KO, par TKO. Important de le préciser. Et du coup, on passe au dernier combat de la soirée. Le main event, Ilia Topuria contre Max Holloway. Je vous avais dit que cette carte c'était un feu d'artifice. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Après Robert Whittaker Chimaev, on a le droit, pour la ceinture, à Topuria Holloway. C'est magnifique. Topuria, c'est le petit génie qui est arrivé dans la division. Il est invaincu, 15-0. Il a pris la ceinture à Volkanovski, le Great Volkanovski. Ilia, c'est un combattant qui est très agressif. Il veut toujours aller de l'avant, aller sur l'ennemi, cogner dur. Très bon striking, il a une puissance qui est incroyable. Il faut pas oublier que c'est surtout un excellent grappleur. De base, c'est censé être un grappleur. On le voit plus à l'UFC, parce qu'il met KO tout le monde. Mais il a toujours cette base qui peut lui être utile dans un combat qui peut être compliqué. Il a prouvé qu'il était dangereux. Il a fini ses adversaires rapidement. De mémoire, je crois qu'il a 13 victoires sur finish. Donc c'est vraiment un adversaire extrêmement dangereux. Il se prétend être le futur du MMA, la nouvelle génération du MMA. C'est possible. C'est possible. C'est vrai que je le voyais pas aussi fort. Il est très vite monté. Il a pris la ceinture à un Alexander Volkanovski qui peut-être était diminué. Moi je pense qu'il était quand même diminué. Il est revenu trop tôt d'un KO monstrueux. Ça l'a pas aidé. Après, en prenant un peu de recul, est-ce que ça aurait vraiment changé la physionomie de ce combat? Je suis pas certain non plus.
Je suis un gros fan de Volkanovski, j'étais très déçu à ce moment-là. Mais avec un peu de recul, je me dis que Topuria aurait peut-être gagné dans tous les cas. Comme on le sait, style make fight. Et je pense que Topuria avait le style pour, euh, pour détrôner Volkanovski. Mais là, face à lui, il va avoir Max Holloway. Max Holloway, c'est pas Volkanovski. Holloway, c'est le véritable vétéran de la catégorie. C'est l'ancien champion, le champion BMF, probablement un des meilleurs strikers de l'histoire de l'UFC. Tous ceux qui suivent l'UFC, je pense, se rappellent de ce combat magnifique contre Kelvin Kattar. I'm the best boxer in the UFC. Oui, je pense que ça se sent, je suis un petit peu fan de Max Holloway. J'ai douté de lui pour l'UFC 300. Je pensais qu'il allait perdre contre Dustin. Et il m'a montré de la plus belle des manières que j'avais tort, que j'ai eu tort de douter de lui. Bon, malheureusement, là, il tombe pas sur Dustin. Face à lui, ça risque d'être plus compliqué, mais revenons un petit peu à Max. Max, c'est un striker qui est très technique. Il va réussir à imposer un rythme en général à ses adversaires et à se mettre là où il est bien. Max a besoin d'un peu plus de distance. Topuria a besoin d'être plus dans une distance courte, plus in the pocket, alors que Max va avoir besoin d'être un petit peu plus en retrait, plus outside the pocket. J'espère qu'il va utiliser ses kicks. C'est un atout qu'il a rajouté dans son jeu assez récemment, qu'il faisait assez peu. Donc je suis curieux de voir comment est-ce qu'il va faire. Et est-ce qu'il va réellement être capable de mettre KO Max Holloway? Ça me paraît compliqué. Mais est-ce que c'est pas la seule solution pour Ilya? Ilya a pas vraiment l'habitude des 5 rounds, alors qu'en face, Holloway, il excelle à la guerre. Les guerres d'usure, les combats longs, acharnés, violents, sanglants, c'est ce qu'il adore. Donc est-ce qu'Ilya aurait pas intérêt à tout balancer dans les 2 premiers rounds pour essayer de soumettre ou mettre KO Max Holloway? Et je me rends compte de ce que je suis en train de dire. Soumettre ou mettre KO Max Holloway. Mettre KO Max Holloway. Ça fait 12 ans, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a rejoint l'UFC à 20 ans. Ça fait 12 ans qu'on attend de voir ça. Soumettre Max Holloway. Dustin Poirier avait réussi à le faire. Je crois que c'était peut-être d'ailleurs leur tout premier combat à l'UFC. Une seule personne. Qu'on va dire, allez, ça fait 11 ans qu'on attend ça. Est-ce que Ilia Topuria, le prodige géorgien, va réussir à le faire? Si je devais choisir le pronostic uniquement avec mon cerveau, uniquement avec la raison, j'irai du côté de Topuria. Je pense qu'il y a les armes pour gagner. Ça me paraît compliqué de le voir finir Holloway, mais je pense qu'il peut en faire suffisamment pour prendre 2, 3, 4 rounds, pas 2 mais plutôt 3 ou 4 rounds, et remporter ce combat. Compliqué de finir Max. Est-ce que Ilya va avoir le cardio pour finir Max? Je ne sais pas. Après, je vous avoue que pour ce pronostic, encore une fois, je vais pas écouter la raison. Je vais écouter le cœur. Max m'a prouvé la dernière fois que j'ai eu tort de pas croire en lui. Si j'étais superstitieux, c'est une mauvaise boucle. Parce qu'en général, quand une personne que j'adore combat 2 fois d'affilée, que je crois pas en lui la première fois, qui gagne, en général il perd la deuxième fois. On l'a vu avec José Aldo, je me suis fait avoir comme ça. Je vais quand même aller du côté de Max Holloway. Potentiellement une victoire à la décision. Je pense qu'il va craindre la puissance de Topuria sur les 2 premiers rounds. Réussir à lui faire un petit peu de dégâts, mais sûrement perdre les 2 premiers rounds. Et se réveiller sur la fin de combat, prendre les 3 derniers. J'imagine mal Topuria couché par terre. Cela dit, j'imaginais mal Dustin Poirier couché par terre aussi. Donc
Je vois une victoire de Max Holloway, soit par KO en toute fin de combat, donc au 5e round, soit par décision. J'irai peut-être plutôt sur la décision. En petit récapitulatif de cette carte. Pour moi, sur la carte principale, les deux plus safe, ça va être Ankalaev, Magomedov. Forcément, ça reste du MMA, ça reste un sport où tout peut se passer. Le moindre coup de poing peut faire la différence. Les pesées n'ont pas encore eu lieu, donc on n'a pas encore pu voir dans quel état étaient réellement les combattants. Faudra attendre de voir ça, mais pour moi ça va être les deux plus safe. De l'autre côté, l'underdog qui selon moi a le plus de chances de remporter la victoire, c'est notre ouragan australien, notre petit Bobby Knuckles. Je le vois vraiment réussir à finir, gagner en fin de match, sur KO, et j'espère qu'il va pas me décevoir. Merci à tous d'avoir suivi cette longue vidéo pour cette toute première analyse du UFC sur la chaîne de Napoléon. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner si ça vous a plu. Le moindre petit j'aime peut vraiment m'aider à me développer. Merci beaucoup. J'attends avec impatience samedi pour l'UFC et on se fait un débrief la semaine prochaine.